Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la couleur a toujours été quelque chose de difficile à décrire. On peut très bien dire qu'une pomme est verte ou qu'une orange est orange, mais pour les objets aux nuances plus subtiles, cela devient rapidement compliqué. Prenons un exemple. Si je vous demande si la couleur A est identique à la couleur B, vous pourriez me trouver idiot. Pourtant, en réalité, les deux couleurs sont parfaitement identiques. On peut facilement le vérifier à l'aide d'un logiciel de retouche d'image en isolant les deux zones. Alors, quelle est la raison de cette différence perçue? Notre œil s'adapte en fonction de la luminosité et des conditions d'éclairage, ce qui peut donner une apparence très différente à une même couleur selon l'environnement lumineux. Un autre facteur à prendre en compte, lorsqu'on tente de décrire une couleur, est que la perception de celle-ci peut varier d'une personne à l'autre. Vous avez peut-être probablement déjà entendu parler de cette fameuse robe, où certains voyaient une robe bleue avec de la dentelle noire, tandis que d'autres la percevaient dorée avec de la dentelle blanche. Comme vous l'avez constaté ici, il est difficile de représenter la couleur de manière totalement objective. La couleur étant en grande partie une perception subjective, influencée par les conditions d'observation et les caractéristiques individuelles de notre vision. Pour pouvoir définir les couleurs de manière plus objective, il est nécessaire de faire intervenir un concept, les espaces de couleurs. Dans une précédente vidéo sur la correction GABA, nous avions déjà abordé l'espace de couleur sRGB et expliqué qu'il utilisait un gamma légèrement différent de 2.2. Cependant, l'espace sRGB n'est qu'un exemple parmi d'autres. Il existe une multitude d'espaces de couleurs, chacun adapté à des contextes spécifiques, que ce soit dans le cinéma, la photographie ou encore sur l'affichage sur différents types d'écrans. Avant d'explorer ces nombreux concepts des espaces de couleurs, intéressons-nous d'abord à comment les espaces de couleurs ont été définis et à leur origine qui a été mise en place dans les années 1920. Commençons par une définition simple de la couleur tirée du dictionnaire Larousse. Sensation résultant de l'impression produite sur l'œil par une lumière émise par une source et reçue directement ou après avoir interagi avec un corps non lumineux. L'élément clé ici est que la couleur n'est qu'une perception générée par notre cerveau en réponse à des ondes électromagnétiques. Pour caractériser une onde électromagnétique, on utilise généralement sa longueur d'onde, c'est-à-dire la distance entre deux crêtes successives d'une onde. Cette propriété physique est souvent exprimée en nanomètres pour la lumière visible. Ce qu'on appelle lumière visible ici n'est qu'une petite partie de l'ensemble du spectre électromagnétique. Le spectre visible se situe environ entre 380 et 780 nanomètres. Cette plage, bien qu'approximative, est celle retenue par la Commission internationale de l'éclairage pour représenter la perception d'un humain moyen. En regardant de plus près ce spectre, on remarque que certaines couleurs ne sont pas représentées. On pourrait compléter ce spectre en ajoutant une deuxième dimension, représentant la luminosité. Cela permettrait de visualiser non seulement les teintes des longueurs d'onde du spectre, mais aussi leurs variations en intensité lumineuse. Cependant, même avec cette représentation, il resterait impossible de couvrir l'intégralité des couleurs perceptibles par l'œil humain, car certaines teintes ne peuvent pas être représentées par une simple longueur d'onde ou une variation de luminance. Pour comprendre cela, examinons le fonctionnement de la perception humaine des couleurs. L'œil humain perçoit les couleurs et l'intensité lumineuse grâce à deux types de photorécepteurs situés dans la rétine, les cônes et les bâtonnets. Les cônes sont responsables de la perception des couleurs, tandis que les bâtonnets détectent l'intensité lumineuse et fonctionnent principalement dans des conditions de faible luminosité. Les cônes sont classés en trois types selon leur sensibilité maximale. Premièrement, on aura les cônes L, de longueur d'onde longue, sensibles aux longueurs d'onde autour de 560 à 610 nanomètres. Ensuite vient les cônes M, de longueur d'onde moyenne, sensibles à 500 à 570 nanomètres. Et enfin, on aura les cônes S, sensibles à des longueurs d'onde entre 420 et 440 nanomètres, correspondant aux longueurs d'onde courtes. On pourrait aussi donner d'autres noms pour ces trois cônes. On pourrait les appeler les cônes Red, Green et Blue pour rouge, vert et bleu, mais globalement c'est assez approximatif. Les pics de sensibilité par exemple pour les cônes L sont plus vers le jaune que vers le rouge, mais globalement en moyenne on a beaucoup de rouge. Les cônes ne sont pas répartis uniformément dans l'œil. On aura les cônes L qui sont les plus nombreux, suivis des cônes M
tandis que les cônes S sont beaucoup moins fréquentes. Chaque type de cône répond à une plage spécifique de longueur d'onde, ce qui permet à l'œil humain de percevoir une grande diversité de couleurs. En combinant les réponses des cônes L, M et S, notre cerveau est capable de reconstituer une perception finale de la couleur. Cela signifie qu'une couleur peut être définie par la combinaison de 3 longueurs d'onde ajustées en intensité lumineuse. C'est précisément cette propriété qui permet à nos écrans de reproduire une large gamme de couleurs. Chaque pixel d'un écran est composé de 3 sources lumineuses, rouge, vert et bleu, de longueurs d'onde différentes, ajustées en intensité pour produire la couleur souhaitée. Alors, les 3 longueurs d'onde ici sont approximatives et ne permettent pas de pouvoir représenter l'ensemble du spectre visible, mais ça on va le voir plus tard dans la vidéo. Une fois qu'on a compris que notre cerveau perçoit les couleurs grâce aux 3 types de cônes, et comment cette information est exploitée par les écrans pour reproduire une large gamme de couleurs, nous pourrons faire le lien avec les espaces de couleurs. Ces espaces sont des modèles mathématiques qui permettent de quantifier et de reproduire de manière standardisée les couleurs perçues par l'œil humain. Pour comprendre comment ces espaces ont été définis, il est intéressant de remonter un peu dans le temps et d'examiner les expériences menées dans les années 1920 qui ont permis d'établir les premières bases de la colorimétrie moderne. Dans les années 1920, des expériences ont été menées par John Guild et William David Wright, deux physiciens qui essayaient de déterminer comment 3 couleurs primaires, combinées de manière additive, pouvaient recréer une lumière monochromatique correspondant à une longueur d'onde spécifique. Les longueurs d'onde choisies par la CIE pour les primaires couvraient une large plage du spectre visible. La composante rouge était définie avec une longueur d'onde de 700 nanomètres, la composante verte avec une longueur d'onde de 546,1 nanomètres et la composante bleue de 435,8 nanomètres. Ces expériences ont conduit à la définition de 3 fonctions colorimétriques fondamentales qui décrivent l'intensité relative des 3 composantes nécessaires pour représenter une couleur à chaque longueur d'onde. Il est important de noter que les valeurs de certaines fonctions colorimétriques pouvaient parfois prendre des valeurs négatives. Cela reflète le fait qu'il est impossible de représenter toutes les longueurs d'onde uniquement par une combinaison additive de 3 primaires. Dans ces cas spécifiques, il était nécessaire de soustraire une des 3 primaires en la superposant à la lumière de référence, d'où une intensité relative considérée comme négative. Ces travaux ont conduit à la création des espaces de couleurs standardisés, des systèmes mathématiques permettant de représenter les couleurs de manière reproductive et objective. Le premier espace de couleurs défini par la CIE en 1931 est connu sous le nom d'espace de couleurs CIE-RGB, qui a servi de base à de nombreux espaces développés par la suite. Les fonctions colorimétriques ou fonctions de correspondance R bar, G bar, B bar peuvent être normalisées de telle sorte à ce que les 3 fonctions soient égales à 1. Dans l'espace CIE-RGB, les coordonnées trichromatiques R, G et B sont définies comme suit. Les composantes RG forment ce qu'on appelle le diagramme de chromaticité CIE-RG. Dans ce diagramme, les longueurs d'onde peuvent être situées sur le bord du diagramme, représentant les couleurs spectrales pures. Les couleurs primaires de 700 nanomètres, 546 nanomètres et 435 nanomètres se situent respectivement aux coordonnées 1,0, 0,1 et 0,0. On peut également représenter sur le diagramme le blanc équiénergétique, noté grand E, se trouvant aux coordonnées 1 tiers, 1 tiers. Il correspond à une couleur produite par un flux énergétique égal pour toutes les longueurs d'onde visibles. Cela signifie que pour toutes les longueurs d'onde n'ont pas la même efficacité lumineuse, c'est-à-dire le rapport entre le flux énergétique en watts et le flux lumineux en lumens. Par exemple, pour produire une lumière verte de 546 nanomètres, cela nécessiterait seulement 5 watts pour générer une certaine luminosité perçue. Tandis que pour produire une lumière bleue de 435 nanomètres, avec une luminosité perçue équivalente, cela demanderait environ 150 watts. Comme vous pouvez le voir ici, les valeurs des watts ne sont pas égaux en fonction de la luminosité perçue. Enfin, intéressons-nous à la notion de luminance qui s'exprime en candela par mètre carré. La luminance mesure la brillance perçue d'une surface ou d'une source lumineuse dans une direction donnée
en tenant compte de la géométrie, taille de la source et de la distance. Contrairement au flux lumineux en lui-même, qui décrit la quantité totale de lumière émise dans toutes les directions, la luminance quantifie la concentration de lumière dans une direction spécifique. La luminance relative de l'illuminant E peut être obtenue à partir des luminances primaires relatives suivantes. Longueur d'onde donc de 700 nanomètres, qui a une luminance relative de 1 candela par mètre carré, la longueur d'onde de 546,1 nanomètres, qui a une luminance relative de 4,590 candela par mètre carré, et la longueur d'onde de 435,8 nanomètres, qui a pour luminance relative 0,06 candela par mètre carré. Les proportions donnent une luminance totale de 5,65 candela par mètre carré pour l'illuminant E. En utilisant ces trois proportions, il est possible d'égaliser la fonction d'efficacité spectrale en les multipliant par les fonctions de correspondance de l'espace CIE-RGB. De plus, ces proportions permettent de calculer la luminance de n'importe quelle couleur exprimée en valeurs R, G et B en utilisant les poids correspondant aux trois primaires. En réalité, l'espace CIE-RGB a montré plusieurs limitations qui en ont rendu l'utilisation difficile. D'où la nécessité de développer un autre espace plus adapté à la manière dont nous percevons les couleurs, à savoir l'espace CIE-XYZ. Alors tout d'abord, l'espace CIE-RGB posait un problème majeur en raison de l'utilisation de valeurs négatives dans ses composantes. Cela était dû au fait que le mélange additif des trois couleurs primaires ne permettait pas de couvrir l'ensemble des longueurs d'onde du spectre électromagnétique. Et donc, dans certains cas, des valeurs négatives étaient nécessaires pour représenter certaines couleurs, ce qui n'est physiquement pas possible. L'espace CIE-XYZ règle ce problème en faisant une transformation linéaire de l'espace CIE-RGB vers des valeurs comprises entre 0 et une valeur supérieure. Ensuite, l'espace CIE-RGB ne distinguait pas clairement la luminance de la chrominance. Donc la luminance, c'est la quantité de lumière perçue, donc la brillance, et la chrominance, c'est la couleur proprement dite, donc on peut la séparer entre la saturation et la teinte. Pourtant, la lumière joue un rôle crucial dans la perception des couleurs. Dans cet espace, tous les composantes rouge, vert et bleu étaient traités de manière égale, ce qui compliquait la reproduction fidèle des couleurs et des nuances lumineuses. L'espace CIE-XYZ, quant à lui, a résolu ces problèmes en séparant la luminance, représentée par la composante Y, des composantes de chrominance, représentées par les composantes X et Z. Cette séparation permet une représentation plus fidèle de la couleur perçue par l'œil humain, tout en facilitant la gestion de la luminance indépendamment de la couleur. L'espace de couleur XYZ repose sur l'espace CIE-RGB, donc tout en intégrant la notion de luminance. Donc défini par la CIE, l'espace XYZ a été développé à peu près en même temps que l'espace CIE-RGB, tandis que l'espace CIE-RGB était basé sur trois couleurs primaires définies expérimentalement. L'espace XYZ a été conçu pour améliorer la précision et la praticité des calculs. Donc voici les caractéristiques principales de l'espace XYZ. Les nouvelles fonctions de correspondance ont été notées x bar, y bar et z bar, et ces fonctions sont toujours supérieures ou égales à 0 sur l'ensemble du spectre visible. Cela permet d'éviter les valeurs négatives, ce qui est physiquement plus réaliste. Alors même si les valeurs sont toujours positives dans l'espace XYZ, cela ne fait pas en sorte que les couleurs représentées par l'espace XYZ soient entièrement réalisables de manière physique. Comme je vous l'ai dit, il y a des valeurs qui ne peuvent pas être représentées pour pouvoir représenter toutes les longueurs d'onde du spectre électromagnétique. Donc certaines valeurs dans cet espace ne correspondent pas à des valeurs physiquement réalisables. La fonction y bar, donc correspondant à la composante y, correspond à l'efficacité lumineuse spectrale, simplifiant ainsi l'utilisation des trois poids de luminance dans l'espace CIE-RGB. Contrairement à l'espace CIE-RGB qui était basé sur une définition expérimentale des primaires, l'espace XYZ définit ces trois primaires de manière théorique dans un triangle fictif qui englobe toutes les valeurs possibles de l'espace RGB. Les trois primaires sont fixées aux points 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1 dans l'espace XYZ, ce qui garantit que les couleurs CR et CB représentant des couleurs chromatiques spécifiques aient une luminance nulle tandis que CG ait une luminance égale à 1. Donc si on pouvait représenter ces trois valeurs CR, CB et CG dans l'espace
CIE RGB, on pourrait le voir ici, avec le triangle représentant l'ensemble des couleurs de l'espace CIE RGB. Quant à l'illuminant E, il correspondra ici dans l'espace X, Y, Z aux composantes X égale 1, Y égale 1 et Z égale 1. Comme pour l'espace CIE RGB, les fonctions X bar, Y bar et Z bar peuvent être normalisées de telle sorte à ce que l'addition des trois fonctions soit égale à 1. Donc dans l'espace CIE X, Y, Z, les coordonnées trichromatiques X, Y, Z sont définies comme suit, comme on avait pu le faire dans l'espace CIE RGB. Comme pour l'espace CIE RGB, les composantes ici X et Y définissent ce qu'on appelle le diagramme de chromaticité CIE XY, qui, je pense, vous avez plus l'habitude de le voir si vous avez déjà travaillé sur de l'étalonnage par exemple. Pour représenter une couleur, on utilise souvent le système X, Y, Y, où Y est la luminance ici, donc Y majuscule la luminance. X et Y décrivant la chromaticité, c'est-à-dire les caractéristiques de la couleur indépendamment de la luminosité. Dans le diagramme de chromaticité CIE, on peut visualiser l'ensemble des couleurs physiquement réalisables dans l'espace CIE RGB. Les couleurs que vous voyez dans ce diagramme ne sont pas les véritables couleurs physiques. Une partie des zones représentées sur ce diagramme correspond à des valeurs non physiquement réalisables, même si les zones réalisables sont approximatives, car il est difficile de reproduire les couleurs avec précision sur des écrans ou imprimés. Pour reproduire ces primaires, il faudrait utiliser des sources lumineuses monochromatiques parfaites, ce qui dépasse les capacités des technologies actuelles. Donc face à ces limitations, d'autres espaces de couleurs ont été définis à partir de l'espace CIE XYZ pour répondre à des besoins spécifiques ou s'adapter aux contraintes technologiques. Donc ces espaces, appelés espaces de couleurs relatifs, incluent l'espace de couleurs sRGB, qu'on avait déjà évoqué dans la dernière vidéo sur la correction gamma. Également, on peut citer l'Adobe RGB, le Profoto RGB, le Rec 2100 pour la vidéo HDR, et plus largement l'espace de couleurs ACES pour une production cinématographique et audiovisuelle qui est assez large, comme vous le verrez par la suite. Donc maintenant qu'on a vu un certain nombre d'espaces de couleurs, donc l'espace de couleurs CIE RGB et l'espace de couleurs CIE XYZ, qui sont des espaces plus ou moins absolus, et qu'on a vu des sous-espaces de couleurs qui en dérivent, donc l'espace sRGB, ACES, etc., on peut maintenant définir ce qu'est un espace de couleur. Donc un espace de couleur est caractérisé par un gamut, donc un étendue de couleurs, représentant la gamme de couleurs que l'espace peut représenter. Donc si par exemple si on prend la gamme de vert de cet espace, on peut voir ici que en fonction de différents espaces de couleurs, la gamme va varier et certains espaces de couleurs vont avoir une gamme étendue et d'autres une gamme plus petite. Donc il est souvent défini par trois points primaires, rouge, vert et bleu, donc trois primaires, trois sous-primaires, dans les coordonnées XY de l'espace CIE XYZ, ainsi qu'un point blanc, donc qui sera basé, qui va permettre de représenter le point blanc moyen. Donc par exemple, l'illuminant D65 pour sRGB représente une couleur de lumière du jour moyenne, et ce point blanc sera représenté de manière avec des valeurs entre 0 et 1 comme étant la valeur 1, 1, 1 représentable. Et en plus de cela, donc en plus du gamut, donc la gamme, on va également ajouter une courbe de transfert ou courbe gamma qui est notamment utilisée pour les valeurs numériques. Et ça, je vous invite à aller voir la vidéo sur la correction gamma si vous voulez avoir des détails sur le sujet. Par exemple, l'espace sRGB utilise une courbe gamma pour compenser la réponse non linéaire des écrans. Mais ça, je l'ai déjà abordé dans la dernière vidéo. Et on va pas voir ici les corrections gamma ici. Donc maintenant qu'on a vu l'espace de couleur, la définition, on peut maintenant voir comment représenter une couleur particulière dans cet espace. Donc on va appeler ici une nouvelle notion, donc ce sera les modèles de couleurs. Donc les espaces de couleurs comme sRGB sont associés à des modèles de couleurs pour représenter et manipuler les couleurs. Donc on a le modèle RGB dit classique, on va dire.
qui représente une couleur en utilisant 3 composantes, rouge, vert et bleu, basées sur le gamut de l'espace de couleurs choisi par exemple sRGB, heu, généralement entre 0 et 255 ou entre 0 et 1, si on veut des valeurs, normalisées. Et on peut également représenter une couleur, RGB avec les modèles HSL et HSV. Donc c'est des transformations du modèle RGB pour une représentation plus intuitive des couleurs. Donc HSL, c'est la Hue Saturation Lightness, donc pour teinte, la saturation et la luminance, qui met en avant la luminosité et la pureté, donc qui va correspondre à la Hue et la saturation. Et HSV, va être plus ou moins équivalent, mais la value et la lightness, ont une légère différence, en fonction de la saturation. Donc les modèles sont utiles pour la manipulation artistique ou graphique, tout en restant liés au gamut de l'espace de couleurs utilisé. Alors, donc là, c'était assez théorique comme vidéo. Dans la prochaine partie, on va essayer du coup d'implémenter ces espaces de couleurs, les transformations de ces espaces de couleurs, donc de l'espace de couleur par exemple CIE-XY vers CIE-RGB ou de CIE-RGB vers CIE-XYZ, et plus globalement des sous-espaces de couleurs, donc sRGB, Access, Profoto, Adobe RGB, etc., vers des espaces de couleurs absolus XYZ. Donc on va pas voir tous les espaces de couleurs que j'ai cités ici, on en verra certaines en fonction de la complexité, car comme vous allez le voir, certaines transformations peuvent avoir certaines particularités plus ou moins complexes à mettre en place.